Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Quand j'ai commencé à couvrir les questions d'énergie au monde, il y a plusieurs années, le premier mail de lecteur que j'ai reçu, c'était pour me dire que j'étais un nul, incompétent, parce que j'avais confondu mégawatt et mégawattheure. En fait, il n'avait pas tort, je m'étais trompé. Le deuxième courrier que j'ai reçu, c'était une lettre d'avocat pour me menacer de poursuite sur un article que j'avais même pas encore publié. Autant dire que, dans ma vie de journaliste, je suis pas habitué à recevoir des messages constructifs et sympas. Depuis que le podcast Chaleur Humaine a commencé en mai 2022, je reçois tous les jours des questions, des témoignages, des critiques, des avis. On me propose des idées d'invités, des recettes de cuisine, des axes de réflexion, des conseils de lecture. Bref, c'est ma dose quotidienne d'intelligence et de gratitude. Je dois dire à quel point je suis reconnaissant de tous ces messages, même si je mets très longtemps à répondre. Ce podcast est aussi le fruit de cette réflexion collective, de cette mise en commun de nos cerveaux qui ont tous envie qu'il se passe quelque chose. C'est aussi ce que j'essaye de faire dans l'infolettre Chaleur Humaine en répondant à des questions récurrentes des auditrices et des auditeurs du podcast. Récemment, dans une rencontre dans une librairie autour du livre Chaleur Humaine, une auditrice sympa a dit « Ça fait du bien quand même de se retrouver avec des gens qui partagent le même état d'esprit ». Alors voilà, avec Cécile Cazenave, qui a produit cette 4e saison, on s'est dit que ce serait chouette de revenir sur certaines des questions qu'on reçoit et de partager avec vous nos discussions. Est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose ? Est-ce que la transition va rendre tout plus cher ? Comment vous choisissez les invités du podcast ? Quelles sont vos recettes de cuisine libanaise secrètes ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cet épisode de Chaleur Humaine. Cécile Cazenave est journaliste, spécialiste des questions environnementales depuis plus de 20 ans et elle a supervisé cette saison de Chaleur Humaine. Elle est ici dans ce studio et cette fois, c'est elle qui pose les questions, vos questions. Amandine Robillard est compositrice, musicienne et réalisatrice. Elle a composé la musique de Chaleur Humaine et réalisé la quasi-totalité des épisodes du podcast. Et pour une fois, elle est avec nous dans le studio du Monde. Bonjour Cécile, bonjour Amandine. Bonjour Nabil. Bonjour Nabil. Nabil, pour commencer, je te pose la question d'Arnaud qui se sent perdu. Il se demande s'il est encore possible de maintenir la planète sous les 1,5 degrés de réchauffement comme nous y engage l'accord de Paris. Plus largement, de nombreux auditeurs sont parfois découragés face à l'ampleur des efforts à faire pour atteindre la neutralité carbone. Ils ont le sentiment que c'est fichu, qu'on n'y arrivera jamais. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Il a raison Arnaud, c'est très dur. Moi-même, tous les jours, je lis ce qui se passe dans l'actualité et je vois bien qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Ce qui n'est pas facile, c'est d'arriver à manier intellectuellement les deux aspects du problème. Il y en a un, c'est très difficile, on n'est pas sur la bonne trajectoire et aujourd'hui, on ne fait pas les efforts qu'il faut faire. Voilà. Mais d'un autre côté, en fait, c'est encore possible. Alors évidemment, l'objectif de 1,5 degré, c'est un objectif qui est chaque jour plus difficile, puisque justement, on ne fait pas les bons efforts. Mais s'il y a bien une chose que j'ai retenue de la 50aine d'entretiens qu'on a fait pour le podcast, plus de tout ce qu'on a lu et discuté autour de chacun des épisodes, c'est qu'en fait, on sait ce qu'il faut faire. Et ça, c'est très important. Et qu'il y a une grosse partie de ce qu'on doit faire, on a les outils pour le faire. Et je retiens là ce que disait une des premières invitées du podcast, l'économiste Céline Guivarch. Elle disait, il y a 3 morceaux. 1, il faut arrêter les énergies fossiles. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est une trajectoire à dessiner. 2, il faut baisser notre consommation d'énergie, et il faut le faire aussi le plus rapidement possible. Et 3, il faut développer les alternatives, les énergies renouvelables et les batteries. Tout ça, dans l'ensemble, on sait le faire. Et ça veut dire que cette transition, elle est beaucoup plus possible aujourd'hui qu'elle l'était il y a 10 ans. Alors, c'est sûr que c'est un espoir qui est maigre, mais c'est un espoir quand même. Une auditrice, ou peut-être un auditeur, qui n'a pas signé son message, s'interroge sur un paradoxe. La décarbonation de la France, ça signifie de la relocalisation, de la réindustrialisation, des productions plus chères, que ce soit un panneau solaire ou un jean, de plus grande qualité aussi, avec une main-d'œuvre mieux payée. Au milieu de tout ça, il y a les questions de pouvoir d'achat et de pauvreté qui touchent une part de plus en plus grande de la population. Comment est-il possible de résoudre cette équation ? Alors c'est vrai, on a toutes les raisons de penser que l'énergie risque d'être plus chère. D'ailleurs, elle est déjà de plus en plus chère. Et il y a toutes les raisons de penser que si jamais on arrive à relocaliser une partie de la production, il y a des coûts qui vont être plus élevés parce que ce qui rend les choses pas chères, c'est qu'on a délocalisé une partie de la production et qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins bien payés que si c'était produit en France ou en Europe. Ma conviction, après avoir interrogé beaucoup de gens, c'est que ça renforce l'idée d'une planification organisée de la transition. Si on laisse faire
une transition dans laquelle beaucoup de choses deviennent plus chères, il y a toute une partie de la population qui va se sentir complètement délaissée, qui vont trouver que se déplacer, ça coûte beaucoup trop cher, s'habiller, c'est plus possible, se chauffer, c'est plus possible. Et donc, on va accentuer des clivages, des inégalités qui sont déjà là. Ça, on avait eu cette discussion avec plusieurs économistes dans le podcast, et notamment Lucas Chancel, qui a travaillé sur la question des inégalités. Il disait, mais non, en fait, la réduction des inégalités, c'est une condition de la réussite de la transition. C'est-à-dire, si on ne travaille pas à un peu plus d'égalité, on risque de ne pas y arriver. Et donc, c'est pour ça que moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut à la fois une planification qui nous dise par étapes, oui, c'est sûr, l'essence, ça va coûter plus cher. Et en même temps, pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait développé les transports en commun. Il faut qu'on ait développé des alternatives comme le vélo. Il faut qu'on ait développé des véhicules électriques petits et abordables. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et donc ça doit inciter les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises à se positionner dans cette direction-là. Et à dire, en fait, oui, il y a un certain nombre de choses qui vont coûter plus cher, mais d'un autre côté, on va aider plus celles et ceux qui en ont le plus besoin, et en même temps développer des alternatives qui devront nécessairement coûter moins cher. Parce que sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire on est gentil avec celles et ceux qui ont moins, c'est aussi une des conditions de réussite de la transition. Si on n'embarque pas celles et ceux qui ont moins, légitimement, ils diront en fait, cette transition se fait contre moi et ça ne marchera pas. Nous avons un auditeur qui est en train de rattraper tous les épisodes qu'il a ratés depuis le début du podcast. Il s'appelle Félix, il habite dans les Vosges et il a une inquiétude. Félix constate que dans l'endroit où il habite, c'est très difficile d'atteindre un service public de santé, par exemple, ou même un commerce sans voiture. Si bien que si les pouvoirs publics s'y prennent mal et font porter la décarbonation des transports sur les automobilistes, il y a un risque, nous dit Félix, de rater complètement la transition et de donner de l'eau au moulin de l'extrême droite, par exemple. Ce que je trouve intéressant dans son message, c'est l'idée plus générale que si les changements de pratique vers des modes de vie décarbonés se font en laissant une partie des gens sur le côté, ça va pas le faire, ni techniquement, ni politiquement. Est-ce que tu as une idée pour éviter ce risque ? Moi, j'ai plein d'idées sur comment on pourrait faire, et il y en a qui sont ancrées dans des interviews du podcast. Ça me fait penser à l'épisode qu'on avait fait avec le sociologue Laurent Cordonnier de la Fondation Descartes. Et lui, il expliquait bien que y a des conditions pour réussir la transition d'un point de vue social et sociologique même. Et une des conditions, d'abord, c'est la transparence. C'est bien expliquer, en fait, quelles sont les mesures, combien d'argent on va prendre et à qui. L'exemple de ce qui n'a pas marché de ce point de vue-là, c'est les gilets jaunes. C'est-à-dire, on a dit l'essence allait devenir plus chère, mais personne n'a compris en quoi ça allait aider la transition. Donc ça, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et la deuxième condition qu'il donnait, c'était de dire, justement, il ne faut pas que ça touche trop les plus pauvres, celles et ceux qui sont les plus prisonniers, finalement, des énergies fossiles. Et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur ne pas laisser les gens de côté. Moi, ce que je comprends, c'est que là, en fait, il y a besoin à la fois d'un horizon politique commun, un truc qui nous fasse un peu rêver. Et là, c'est vrai que les politiques avec qui moi je discute ou qu'on entend dans les médias sur ces sujets-là, ils ont encore beaucoup de travail, c'est-à-dire pour nous faire rêver et dessiner un horizon qui va. Et puis, il y a besoin aussi de mesures un peu concrètes qui fassent comprendre que c'est possible de gagner quelque chose dans cette transition. C'est pour ça que moi, j'avais développé cette idée, mais c'est une idée parmi d'autres, du service public de l'urgence climatique, en disant, si on a une sorte d'agence commune dans laquelle des gens peuvent se former, par exemple au métier de la rénovation du bâtiment ou à l'agroécologie, qu'on va les accompagner pour changer de métier et ensuite les remettre sur le marché du travail, ce type d'agence, par exemple, ça pourrait être très utile aussi pour accompagner les plus pauvres, les gens qui se sentent les plus délaissés. Après, il ne faut pas nier le fait que dans cette transition, il y a des trucs qui sont difficiles. Il y a des habitudes qui doivent changer. Et donc, pour moi, la question pour y arriver, c'est de bien scander ça dans le temps. Quand on dit les automobilistes doivent moins prendre leur voiture, c'est vrai, mais entre maintenant et 2050, on a quand même le temps de dire, d'année en année, il faut que la voiture prenne de moins en moins de place. Et on sait que développer des infrastructures de vélo ou de train, ça prend du temps. Ça va se faire entre maintenant, 2025, 2030, 2035. Et d'ici là, il faut que ces alternatives elles puissent être abordables et utilisables par le plus grand nombre. Dans l'une de tes dernières infolettres, tu avais demandé aux auditeurs ce qu'ils pensaient de la publicité de l'ADEME, sortie à l'occasion du Black Friday. Cette pub met en scène un personnage de dévendeur dont le métier consiste à inciter les clients à ne pas acheter le produit qu'ils convoitent et dont ils n'ont sans doute pas besoin. Jean-Paul a répondu sur la boîte mail de Chaleur Humaine. Il a trouvé cette pub géniale. Et voilà ce qu'il écrit. « Dévendeur, quelle trouvaille! Quels sont les métiers de demain ?» Et Jean-Paul propose dépanneurs, déstresseurs, désaccélérateurs, déproducteurs, démineurs, décroisseurs. Et Jean-Paul ajoute « Changer passe souvent par l'invention de nouveaux mots, il est temps de s'y mettre. » J'aime beaucoup ce message.
qui pose d'abord la question des nouveaux emplois, ceux qui sont à inventer pour faire la transition, mais qui pose aussi la question des imaginaires. Les invités de Chaleur Humaine, ils le disent souvent, il faut aussi changer d'imaginaire pour réussir cette transition. Nabil, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, changer d'imaginaire ? Comment peut-on se projeter dans une société décarbonée ? Je crois que ça, c'est un sujet qui est central et je dois dire que moi, c'est vraiment quelque chose auquel je pensais pas du tout quand j'ai commencé à travailler sur ce podcast. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au climat en arrivant par les questions énergétiques et donc j'avais plutôt des réponses techniques à apporter. Et puis bon, comme j'ai été journaliste politique, j'étais aussi beaucoup sur la question des politiques publiques, des normes, des règles. Et évidemment, à la fois ces solutions techniques, par exemple les énergies renouvelables ou les batteries, ou les réponses politiques, les règles, les taxes, voilà, bon bah tout ça c'est important, mais en fait, ça fonctionne pas bien si on se dote pas d'un horizon commun. On peut appeler ça un imaginaire, un horizon politique, un truc qui nous fasse rêver. Et là, c'est vrai que je dois dire que j'étais agréablement surpris par cette publicité de l'ADEME, parce que d'abord, c'est une pub, donc ça prend un peu à contre-pied ce qu'on imagine tous être le rôle de la pub dans la transition. On en a parlé ici avec l'économiste Mathilde Dupré dans un épisode sur la pub et le climat. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant, mais surtout, ça m'a fait, moi, me faire la même réflexion que Jean-Paul, c'est-à-dire me dire, mais en fait, moi non plus, j'ai pas forcément les mots. Et quand on a fait un épisode sur la décroissance avec Timothée Parric, on a tourné autour de cette idée-là. Le mot décroissance, ça fait peur. Le mot décroissance, c'est un mot qui est souvent mal compris, qui est utilisé comme un chiffon rouge. Le philosophe Bruno Latour, lui, il voulait parler de prospérité en disant, voilà, c'est une nouvelle forme de prospérité. J'ai pas les mots qu'il faut, je sais pas comment on construit un nouvel imaginaire, mais je pense que c'est un sujet qui est central. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui, parmi celles et ceux qui nous écoutent, qui ont des idées, faut pas hésiter à nous écrire là-dessus. Hein. Le mail, c'est toujours le même, c'est chaleurhumaine@lemonde.fr. Roxane se demande pourquoi nous n'invitons pas de femmes et d'hommes politiques dans Chaleur Humaine. Elle trouverait intéressant d'entendre leur point de vue, notamment sur la manière dont ils anticipent les impacts à venir du changement climatique. À Chaleur Humaine, c'est vrai, on invite beaucoup de scientifiques. Or, c'est vrai aussi que les politiques, ce sont des acteurs qui ont des leviers en main, à la fois pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre et pour s'adapter à un climat qui change. Qu'est-ce que tu peux répondre à Roxane, Nabil ? En fait, le début de Chaleur Humaine, une des options, c'était d'inviter surtout des politiques. Et puis, assez vite, je me suis rendu compte que la plupart d'entre elles, la plupart d'entre eux, n'étaient pas suffisamment versés dans cette question-là pour pouvoir répondre pendant longtemps sur ce sujet. Donc, je me suis dit, on va faire l'inverse, c'est moi qui vais me muscler, et puis ensuite, je vais aller chercher des politiques. Et c'est ce qu'on a fait à la fin du mois de novembre, dans un enregistrement de Chaleur Humaine en public à la Bibliothèque nationale de France. On a invité 4 responsables politiques, donc François Ruffin de LFI, Agnès Pannier-Runacher qui est ministre de la Transition énergétique, Delphine Batteau qui est députée écologiste et Antoine Vermorel-Marquez qui est député Les Républicains. Et l'idée c'était de dire, il y a 4 représentants politiques de 4 camps différents. Chacun à son tour, présentez-nous votre manière de faire la transition. Et c'était intéressant, et d'ailleurs on va diffuser ces 4 épisodes de podcast en janvier, un par semaine à partir de début janvier, pour que chacune puisse se faire une idée aussi de ces différentes visions de comment on arrive à la neutralité carbone. Mais c'est vrai que pour l'heure, moi j'avais l'impression que c'était intéressant de donner plutôt la parole à des expertes et à des experts des différents sujets pour arriver à se construire un corpus commun, une vision commune de tout ce qu'il y a à faire dans la transition. Mais bien sûr que maintenant, une partie du boulot, ça va être d'aller voir des politiques, mais aussi des chefs d'entreprise, en leur disant, alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que la transition ait lieu ? Nabil, c'est le moment de détailler quelques ingrédients de la recette de Chaleur Humaine. Arnaud veut savoir, par exemple, pourquoi il n'y a pas de débat contradictoire dans ce podcast. Alors Arnaud, j'en ai fait un une fois, justement avec 2 politiques. Donc c'était Pascal Canfin, qui est eurodéputé macroniste, et Aurélie Trouvé, qui n'était pas encore députée LFI, mais qui allait le devenir, parce que c'était au moment des législatives de 2022. Et c'était un débat un peu nul. Moi, en tout cas, j'étais très déçu. J'espérais avoir un débat de vision de la planification, c'est-à-dire comme et Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont tous les 2 dit pendant la campagne présidentielle qu'ils voulaient planifier la transition. Et donc, ça partait d'une idée toute simple qui était de dire, ils veulent tous les 2 planifier, racontez-nous comment on fait. Donc, c'était l'idée d'avoir un représentant de chaque camp. Et en fait, je dois être honnête, je me suis fait complètement dépasser par le fait qu'ils sont rentrés dans le lard tout de suite. Et moi, j'ai pas su comment faire pour les confronter à des choses qu'ils disaient qui n'étaient pas forcément vraies et surtout les ramener à
chacun, montrez-nous votre méthode. Et c'est pour ça que on a plutôt décidé, là, au mois de novembre, d'inviter des femmes et des hommes politiques à parler chacun à leur tour pendant 30 minutes, c'est-à-dire pendant suffisamment longtemps, pour exposer leurs idées en disant, Chaleur humaine, c'est pas forcément un espace de confrontation comme ça d'idées politiques, c'est plutôt un endroit dans lequel on a du temps pour développer une idée, et ensuite les auditrices, les auditeurs se font leur avis sur s'ils trouvent ça bien ou pas bien. Dans le même esprit, il y a la question de Jérôme, qui demande pourquoi être si complaisant avec les invités. Jérôme trouve que nous ne les bousculons pas assez, ces invités. Peux-tu expliquer le ton général de ces entretiens et la manière dont ils sont construits ? En fait, c'est vrai que c'est pas l'idée. Chaleur humaine, c'est un endroit dans lequel, moi, j'espère qu'on arrive à participer à une sorte de construction, de compréhension collective des enjeux climatiques et au-delà des enjeux environnementaux, écologiques. Et donc, c'est vrai que la manière dont on construit les entretiens, c'est souvent dans une discussion avec chacun des invités. On discute même des fois assez longtemps. On a des échanges par mail aussi, avec une construction qui est un peu toujours la même finalement, où au début, on essaye de dire, quel est le problème ? Comment le sujet dont on parle a un impact sur le climat. Ensuite, on parle des obstacles, pourquoi en fait on n'arrive pas à bouger, et puis à la fin, on essaye de consacrer pas mal de temps à comment on peut faire autrement. Plutôt qu'une confrontation, c'est plutôt une construction commune d'un raisonnement. L'idée, c'est d'arriver à prendre le travail de ces expertes et de ces experts et de les rendre le plus compréhensible, le plus accessible possible au plus grand nombre. Donc, c'est pas un lieu de confrontation. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui est dit. D'ailleurs, parfois, quand je suis pas d'accord, je le dis. Parfois, je dis aussi dans la conclusion qu'il y a des choses qui m'ont semblé manquer ou des éléments qui m'amènent à réfléchir autrement au sujet. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt un catalogue de réflexions et de matières grises. Pour moi, c'est pas un lieu où on confronte directement les gens en leur disant je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. Marie, de son côté, se demande comment tu t'es formée à ces questions. Parce que justement, le climat, les tonnes de CO2, les pavés du GIEC, le pouvoir réchauffant du méthane, tout ça, c'est très technique, on le sait. C'est l'une des grosses difficultés avec les questions climatiques. Et c'est une difficulté pour les journalistes aussi. Finalement, est-ce que le climat, c'est une matière différente des autres matières journalistiques ? Est-ce que c'est un terrain particulier à tes yeux ? Alors, il y a deux aspects dans cette question. La première, c'est comment moi, je me suis formé. En fait, moi, je me suis formé sur ces questions-là quand j'ai commencé à être journaliste sur les questions d'énergie. Je suis arrivé sur la rubrique énergie. Avant, je faisais tout à fait autre chose au monde puisque je m'occupais des sujets d'innovation à l'intérieur de la rédaction. Rien à voir. Et donc là, en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai fait énormément d'interviews. J'ai fait beaucoup de reportages. Et puis, j'ai suivi des MOOC en ligne pour mieux comprendre le sujet. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis formé parce que moi, je suis pas du tout issu d'une filière scientifique ou technique. Je rigolais dans l'intro en disant qu'on m'a dit que mégawatts et mégawattheures, c'était vraiment pas du tout pareil quand j'ai écrit mon premier article sur le sujet. C'est vrai, voilà. Et donc encore aujourd'hui, j'essaye d'être très prudent sur ces sujets-là parce que j'en ai pas forcément toute la maîtrise et donc je passe beaucoup de temps à passer des coups de téléphone à des spécialistes qui veulent bien me répondre et prendre de leur temps et je les en remercie beaucoup. Sur est-ce que le climat, c'est pareil que les autres matières journalistiques, justement, je pense que c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que ça nous concerne tous et toutes dans les différents sujets qu'on traite. C'est-à-dire qu'on soit un journaliste spécialisé sur l'éducation, sur la politique, sur l'automobile, sur n'importe quoi. En fait, la question climatique, elle vient percuter notre traitement. Et donc, c'est pour ça qu'avec d'autres, au sein de la rédaction, j'ai participé à ce qu'on mette en place un programme de formation interne avec des fresques du climat, avec des conférences, pour faire en sorte que on soit meilleurs toutes et tous autant qu'on est sur la question climatique dans la rédaction du Monde. Plusieurs auditeurs te demandent de fouiller dans tes souvenirs d'il y a 1 an et demi, quand tu as lancé ce podcast. Ils aimeraient savoir comment ce projet a été reçu au Monde. Finalement, comment tu l'as eu, cette idée ? En fait, j'ai eu cette idée pendant que j'étais en congé parental parce que j'ai pris un long congé parental pour la naissance de mon fils. Et donc, ça m'a laissé beaucoup de temps pour aller chez la pédiatre et pour réfléchir. Et puis, j'avais envie de quelque chose qui, justement, soit transversal, permette d'aborder les questions climatiques, pas justement par un seul bout, l'énergie ou l'automobile ou la politique, mais qui puisse permettre de parler de tout. Et donc, je trouvais que le podcast, ça se prêtait bien à ça. C'est ma compagne, Audrey, qui a eu l'excellente idée du nom Chaleur humaine. Moi, je suis pas très inventif. Je voulais appeler ça Comment on fait. Bon, c'était pas terrible. Et si j'étais venu avec cette idée-là, on m'aurait certainement dit non. Dans la rédac du Monde, en fait, ça a été très bien reçu parce qu'on est déjà une rédaction dans laquelle il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les questions environnementales et climatiques. Et donc, l'idée de rajouter une brique qui soit un peu plus transversale et en plus sous forme de podcast, ça a plutôt intéressé les gens. Alors, il y avait l'idée que c'était un peu un projet puis qu'on verrait bien si ça marche. Et puis, comme ça a marché, maintenant, on me laisse même chanter La Reine des Neiges sans que ça n'embête personne. Géraldine a beaucoup aimé l'épisode sur la publicité et nous a écrit pour souligner qu'elle n'avait jamais songé jusqu'à présent que la pub était aussi un outil de financement des médias. Peux-tu éclairer les auditeurs sur la présence de la publicité dans Chaleur humaine ?
Alors en fait, ce qui finance aujourd'hui le monde, c'est deux jambes, à la fois les abonnements, parce qu'il y a des gens qui s'abonnent surtout sur le site plus que sur le papier maintenant, il y a près de 600 000 abonnés, et puis évidemment la pub qui finance aussi nos activités. Donc quelque part, Chaleur Humaine, c'est aussi financé par la pub, et même des pubs des fois pour des secteurs carbonés, même si maintenant on s'est doté au monde d'une charte pour essayer d'être le plus strict possible sur ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas comme pub. Comme justement, comme on en a parlé avec Mathilde Dupré, en fait, c'est compliqué parce que beaucoup de secteurs, finalement, contribuent à la consommation, à la surconsommation, et donc c'est difficile de faire le tri là-dedans. Donc oui, c'est le paradoxe de la pub, c'est qu'à la fois elle finance des choses comme ce podcast qui nous permettent tout autant de critiquer le rôle que la pub a dans la société, et donc le monde ne va pas arrêter d'avoir des financements publicitaires, puisqu'aujourd'hui c'est y compris ça qui nous permet de travailler, de dire ce qu'on veut dans ce podcast. D'ailleurs, Pablo veut bien quelques chiffres, et en particulier sur le nombre d'auditeurs qui écoutent le podcast. Combien de personnes écoutent Chaleur Humaine et combien de personnes reçoivent la newsletter ? Alors, il y a environ 1,7 million de gens qui ont écouté des épisodes de Chaleur Humaine. Ça ne veut pas dire qu'il y a 1 million de gens qui écoutent chaque épisode, ça veut plutôt dire que pour chaque épisode, il y a 30 000, 50 000, 60 000, parfois 80 000 personnes qui écoutent un épisode. Les épisodes les plus écoutés, c'est celui sur les petits gestes avec la sociologue Sophie Dubuisson-Kellier, et celui sur l'avion avec Isabelle Laplace sur est-ce qu'il faut arrêter de prendre l'avion. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont très très écoutés, notamment ceux sur l'adaptation au changement climatique, qui était au passage le premier épisode en fait qu'on avait enregistré avec la géographe Magali Regueza. Et alors l'infolettre Chaleur Humaine qui part donc tous les mardis, il y a 40 000 personnes environ qui sont inscrites, mais on voit dans les chiffres que grosso modo, il y a la moitié des gens qui l'ouvrent, ce qui est déjà pas mal au vu de nos standards. Il y a surtout beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me répondent aux infolettres. Et encore une fois, je le répète, je réponds pas tout de suite, mais je finis toujours par répondre et ça me fait très plaisir quand les gens écrivent. Une question plus personnelle pour toi. Daniel veut savoir si tu es démoralisé après 4 saisons de Chaleur Humaine. Et si c'est pas le cas, comment t'arrives à ne pas être démoralisé ? Alors non, je suis pas démoralisé, je vais pas mentir. Bien sûr qu'il y a des jours où je suis super dégoûté de voir que on fait pas ce qu'il faudrait faire, que évidemment les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le front du climat et donc c'est pas simple. Moi j'ai suivi beaucoup la question de l'énergie et donc je regarde beaucoup ce qui se fait dans le secteur du pétrole et en fait c'est vrai que c'est assez déprimant. Donc voilà, ça veut pas dire que tout va bien, mais par contre d'une certaine manière ça me fait penser à ce que disait la pédopsychiatre Lélia Benoît qu'on avait invitée dans ce podcast, et elle disait face à l'éco-anxiété, en fait le meilleur remède c'est d'agir, et agir ça peut être de plein de manières différentes, et pour moi une de mes manières d'agir c'est ce podcast, c'est cette infolettre, c'est ces discussions qu'on a ensemble Cécile, c'est toutes les discussions que j'ai avec les scientifiques, les experts, les mails que je reçois, et donc ça m'aide aussi beaucoup à réfléchir un peu autrement au problème et voir tout ce qui se fait, tous les gens qui réfléchissent à ce sujet, ça c'est très très porteur d'espoir, et moi ça m'aide beaucoup à avancer sur ce sujet-là finalement, même si je sais encore une fois qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire, ça ouvre aussi plein de possibles et plein de choses chouettes, et ça c'est pas du tout désespérant, bien au contraire. Virginie nous a écrit très récemment pour nous dire qu'elle avait changé de banque pour aller vers une banque qui a des engagements climatiques et qu'elle se sent plus légère depuis. Virginie voudrait d'ailleurs que l'on pose cette question à nos invités. Ont-ils eux aussi changé de banque ? Nabil, allons-nous rajouter des questions dans le quiz final du podcast ? C'est marrant comme question parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit « Ah, j'aimerais bien aussi que vous leur demandiez si ils achètent des habits dans la fast fashion ou ce genre de trucs. » Je dois avouer que moi, je suis assez curieux, donc j'aime bien poser ce genre de questions aux gens. C'est pas toujours facile avec les invités parce qu'il y en a qui trouvent que c'est des questions trop personnelles. Donc oui, je vais essayer de leur demander ça. Je vais essayer de leur demander s'ils ont changé de banque, où est-ce qu'ils achètent leurs habits et tout ça. Je sais les limites, évidemment, qu'il y a à ce type de questionnement, mais je vois bien que ça fait aussi beaucoup réagir. Donc oui, si vous avez des idées de questions à rajouter pour le questionnaire de fin pour la prochaine saison, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Il y a 2 choses qui incarnent Chaleur Humaine. D'abord, c'est ta voix, Nabil, qui fait que beaucoup d'auditeurs ont même parfois le sentiment de te connaître, en quelque sorte. Mais avant qu'on entende ta voix, il y a la musique du podcast. Cette musique, c'est toi, Amandine, qui l'a composée. Pour préparer mon arrivée dans cette équipe, j'ai écouté tous les épisodes des 3 saisons déjà produites d'un seul coup. Ça m'a pris 2 jours. Et la nuit, je dois avouer que je planais sur ta musique, Amandine. C'est qu'elle reste en tête, cette musique. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as composée ? Alors, le début de mon travail musical pour Chaleur Humaine a commencé par un brief de Nabil qui m'a présenté son projet de podcast. Donc, pendant ce pitch, j'ai noté tous les mots-clés qui pouvaient potentiellement m'être utiles pour avoir une idée de direction musicale et surtout pour pouvoir traduire au mieux les intentions de Nabil en musique,
parce que pour moi, c'était important que le caractère de l'habillage sonore corresponde tout autant à sa personnalité qu'à la ligne éditoriale. Nabil, tu m'avais dit qu'il fallait que la musique soit légère, good mood, chaleureuse pour pallier au mieux à ce côté déprimant de toutes ces thématiques que l'on allait aborder dans les épisodes. Et à partir de toutes ces informations, j'ai composé 3-4 ébauches d'identités sonores de styles différents que j'ai présentées à l'équipe, qui a pu me faire des retours sur ce qui leur plaisait, sur ce qui leur plaisait moins et pourquoi. Et j'ai pu affiner les couleurs et le mood musical grâce à toutes ces indications-là. Concernant mes choix musicaux, dès le brief, je savais que j'avais envie de mettre en avant un instrument assez minéral, donc j'ai utilisé un marimba qui est un instrument percussif similaire au xylophone au son très velouté et boisé. Je l'ai utilisé pour le thème, j'ai enregistré moi-même la guitare électrique, le piano, la contrebasse et les synthétiseurs. Et j'ai ajouté des petites percussions électroniques pour que l'introduction du podcast soit dynamique et moderne. Et pour la structure du générique, l'idée c'était d'avoir le jingle à blanc, avec plein d'éléments musicaux différents dont le thème au marimba bien mis en avant, pour ensuite se décliner en tapis musical beaucoup plus discret, beaucoup moins bavard, pour que la musique puisse accompagner, souligner et structurer l'introduction de Nabil sans perturber l'écoute des auditeurs et auditrices. Alors Nabil, je ne vais pas te laisser repartir vers ton bureau, 2 étages sous ce studio, sans te poser quelques questions personnelles. Est-ce que tu prends encore l'avion ? Alors, je le prends plus vraiment depuis plusieurs années. Je l'ai beaucoup pris, notamment en tant que journaliste, parce que notamment quand je couvrais l'énergie, je suis allé dans plein de pays différents. Et d'ailleurs, si je devais le reprendre en tant que journaliste, je le ferais si je trouve que ça se justifie. Bien sûr, pas pour aller faire un reportage où je pourrais aller en train, mais si c'est pour aller dans un pays lointain et raconter, par exemple, des conséquences du changement climatique, ça, j'aurais aucun problème à le faire. Et au niveau personnel, moi, je suis libanais, je suis né à Beyrouth, et ça fait très longtemps que je suis pas allé au Liban. J'ai des enfants, j'aimerais bien les amener là-bas. Donc, évidemment, je me dis qu'à un moment donné, je prendrai l'avion pour aller au Liban. Là, la situation ne le permet pas vraiment, mais donc, j'exclus pas de reprendre l'avion. Je me dis plutôt que je ne prendrai plus l'avion comme je l'ai fait auparavant dans ma vie, sans réfléchir à l'impact que ça a, par exemple, pour partir en week-end dans une capitale européenne ou ce genre de choses. Ça, c'est sûr que je le ferai plus. Mais je me dis pas, et d'ailleurs, je ne dis pas non plus qu'il faut absolument arrêter de prendre l'avion en toutes circonstances. Il faut surtout réfléchir à comment on peut faire pour l'éviter. Est-ce qu'il y a un geste individuel bon pour le climat qui te fait plaisir ? En fait, il y en a plein et c'est souvent lié aux discussions qu'on a avec les invités du podcast. Récemment, on a enregistré un épisode sur les sols et je me suis rendu compte qu'en fait, maintenant que je faisais du compost, en fait, ça me faisait très plaisir. Ça me faisait très plaisir de voir que, en fait, mes résidus d'épluchure de carottes et de courgettes, en fait, ils servaient à quelque chose. De plus jeter de la nourriture aussi et qu'elle puisse être réutilisée pour autre chose. Ça, je trouve que c'est super. Ou bien après l'épisode sur le plastique avec Nathalie Gontard, ça m'a fait réfléchir au goûter de mes enfants, au goûter que je mets notamment dans le cartable de ma fille. Et je me suis dit, ok, maintenant, je passe au vrac, vraiment. Et en fait, ça a réduit de manière incroyable la quantité d'emballage qu'il y avait chez nous. Et donc, c'est à la fois des petites choses. Je sais, parce qu'on en parle beaucoup dans ce podcast, que ça ne fait pas tout. Mais en fait, moi, ça me fait aussi du bien de me dire que, en fait, c'est tout à fait possible de faire autrement. C'est pas si compliqué. Et donc, si moi, j'y arrive, alors que je suis quand même pas toujours très malin, plein de gens peuvent y arriver. Qu'est-ce qui t'énerve le plus sur ces sujets ? D'ailleurs, est-ce que tu t'énerves parfois, Nabil ? Oui, bien sûr, je m'énerve, mais pas très souvent. Ok, je reconnais. Mais non, en fait, pendant longtemps, ce qui m'énervait sur ces sujets-là, c'était la couverture que faisaient les médias. Et d'ailleurs, ça continue de m'énerver parfois, mais je trouve qu'il y a quand même du mieux. Donc voilà, il y a beaucoup de médias dans lesquels nous, les journalistes, collectivement, on fait un peu mieux. Et donc ça va plutôt dans la bonne direction. Ce qui aujourd'hui, je pense, m'énerve encore plus, c'est le greenwashing, c'est-à-dire les fausses allégations environnementales. On a l'impression que partout, on nous dit que tout est vert, tout est green. Et ça, je trouve que c'est vraiment très mauvais d'un point de vue démocratique, parce qu'en fait, ça nous fait croire qu'on va dans la bonne direction alors qu'on n'y va pas. Ça nous vend du rêve qui n'est pas celui qu'on devrait avoir. Et donc là, je crois qu'il y a une responsabilité qui est très importante. Et d'ailleurs, je dis souvent qu'en fait, une des mesures que pourraient prendre les pouvoirs publics, qui est assez simple et qui coûte pas grand-chose, c'est d'interdire le greenwashing. On aurait un débat public de bien meilleure qualité sur le sujet. Et enfin, la dernière question, Nabil, que je vais un peu modifier, c'est sur ton alimentation. Est-ce que tu as transformé ta manière de manger depuis que tu t'intéresses au climat ? Et surtout, à la demande générale des auditeurs, veux-tu bien nous donner une recette à la fois bonne et bonne pour la planète ?
Oui, j'ai transformé mon alimentation. Je mange beaucoup moins de viande qu'avant. Je cuisine plus aussi. J'essaye d'acheter quasiment plus de choses déjà préparées. Donc c'est sûr que ça prend plus de temps, mais en même temps, il y a aussi du plaisir là-dedans. Donc ça demande un peu d'organisation familiale. Et puis, la recette qui me vient en tête, c'est pas une recette qui est très bonne pour la planète, mais c'est une recette qui est très bonne pour le moral. Voilà, je peux révéler cette recette qui vient de la famille de ma mère. C'est des cousines de ma mère qui tiennent une boulangerie, un four à côté de Byblos, la ville d'origine de ma mère au nord du Liban. Et en fait, c'est un dessert qui s'appelle Mouar'a. C'est très facile à faire. Vous pouvez acheter une pâte feuilletée. Dessus, vous étalez un mélange d'amandes concassées et de 100 grammes de sucre et de 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Vous mélangez tout ça, vous étalez sur la pâte. Ensuite, vous faites un trou au milieu de la pâte. Et puis là, vous roulez, vous faites une sorte d'énorme escargot, voilà, comme avec de la pâte à modeler. Et vous mettez du jaune d'œuf dessus pour que ça dore. Vous mettez ça au four pendant 20 minutes. Et ensuite, vous coupez ça en morceaux et vous avez l'impression d'avoir fait une pâtisserie orientale super compliquée, alors qu'en fait, c'est très simple. Ça met du baume au cœur. Et moi, j'aime bien amener ça chez les gens parce que ça fait croire que je suis un super cuisinier, alors qu'en fait, ça m'a pris 20 minutes. Sinon, pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais mettre dans ce podcast que tu n'as jamais réussi à mettre jusqu'à présent ? C'est le moment, Nabil. En fait, ça fait 10 épisodes que j'essaye de placer une chanson que j'adore d'Alain Souchon. Et il se trouve qu'elle a été écrite pour Noël. C'est full sentimental parce que je trouve que c'est une chanson qui reste vraiment dans la tête quand on réfléchit. On parlait tout à l'heure des imaginaires, de ce qui peut nous faire rêver autrement. En fait, quand Alain Souchon, il dit on est attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, ça, je trouve que c'est hyper beau et que c'est une manière très chouette de s'interroger sur la société d'hyper-consommation et plutôt d'essayer d'imaginer d'autres choses qui nous font rêver. Alors, comme je chante pas très bien, je vais dire les paroles que j'aime bien et peut-être qu'après, on pourra écouter la musique. J'aime bien, c'est quand il dit « Le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Ah, on nous fait croire que le bonheur, c'est de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire. » Et après, il enchaîne « Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. » Merci Cécile, merci Amandine. Merci Nabil, merci Amandine. Merci à vous. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'ici cet épisode de fin d'année de Chaleur Humaine. Comme vous vous en doutez, il a été produit par Cécile Cazenave et réalisé par Amandine Robillard. Vous saurez maintenant reconnaître le timbre de leur voix. Un mot pour remercier encore 1000 fois celle qui a construit avec moi les premiers épisodes du podcast, Adèle Panticelli, qui s'est éloignée de nous pour une magnifique raison et qui nous reviendra bientôt. Adèle, on t'embrasse très fort depuis ton studio favori. Cette saison de Chaleur Humaine est vraiment terminée. Merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu écouter, écrire, partager, réfléchir et rire avec nous. Le podcast s'arrête quelques semaines, mais sera de retour début janvier pour partager les 4 interventions de nos 4 invités politiques. Il y aura donc 4 épisodes en janvier, dans une sorte de mini-saison, avant une reprise du vrai podcast en mars pour une saison 5. J'en profite pour remercier ici mes collègues de la rédaction du Monde qui alimentent au quotidien la réflexion sur le podcast. Perrine Mouterde, Mathieu Gohard, Clara Georges, Alexandre Picard, Emeline Kazi, Alexis Delcambre et tant d'autres que j'oublie. Je vous rappelle aussi que Chaleur Humaine, c'est un livre qu'on peut trouver dans toutes les librairies et qui fait un cadeau de Noël presque décarboné. L'infolettre Chaleur Humaine, elle, va rentrer aussi en hibernation pour les fêtes de fin d'année, mais si je m'organise bien, elle sera de retour en janvier. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a fait chantonner Alain Souchon ou s'il vous a donné des arguments pour débattre autour du repas de Noël en famille. Vous pouvez comme toujours m'envoyer vos critiques, vos avis et de délicieux ftaillères à l'oseille et au citron à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin d'année pleine d'amitié chaleureuse et d'idées bienheureuses. À bientôt. C'est l'intro. C'est bon ? Oui, tout à fait. Ça va être difficile, mais je sens. C'est comment j'ai fait tout à l'heure. Pour ce podcast-là, on entend mes bagues, non ? Je fais des gling-gling. Et cette fois, c'est elle qui pose vos questions. Ça va pas du tout. Alors Nabil, c'est une saison un peu spéciale. Je vais la refaire. Et les 3, quand même, expliquaient bien que... Qu'est-ce qu'ils expliquaient bien ? En
fait, je sais pas bien répondre à cette question, voilà la vérité. C'est nul ma réponse. Non, c'est pas nul. N'importe quoi. Je vais y arriver. A priori, c'est naze. Attends, je vais reprendre un tout petit peu en arrière. Pou. Oh là là, c'était nul. Et le problème, c'est que moi, je chante vraiment très très faux, quoi. Et là, t'aurais dû sortir ta trompette. J'ai proposé à Nabil. Non, mais moi, j'ai une oreille nulle. Voilà, c'est ça. Tu chantes vraiment faux, Nabil. Ah, c'est horrible. Alors Nabil, je ne vais pas te laisser repartir vers ton bureau. Et c'est nul, voilà, je vais le refaire. Concernant la structure... C'est à peu près aussi bien, je pense, que mes imitations de chansons en fin d'épisode. Donc, je sais pas. Heureusement que tout le monde a déjà arrêté d'écouter cet épisode. Personne n'écoute les épisodes jusqu'au bout. Bon bah voilà, ça devrait aller, hein. Une des deux. Bisous, bisous.